Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Je ne sais pas comment les faire mordre. C'est tout bon, on démarre? Oui, on démarre. Bon, vous l'aurez compris, il y a des gens en back-office. Ils sont là pour répondre à vos questions. On va vous expliquer, on vous expliquera au fur et à mesure. Bon, vous remercie, vous êtes tous connectés. Donc, je me présente. Moi, je suis Maxime Maraldo. Je suis directeur commercial chez Repam. Je m'occupe également des services de gestion. Et pour ce webinaire, je vais être accompagné d'une part de Coraline, qui est experte prévoyance Bonjour. chez Repam, et également inspectrice commerciale, et de Marion, Marion qui est notre responsable marketing et des offres. Et je vais les remercier d'abord. Je vais les remercier tout d'abord parce que on essaye de vous proposer des webinaires un peu originaux chez Abam. C'est pas des choses c'est pas des supports qu'on achète, c'est des supports qu'on fait. Et c'est un travail très lourd. Donc merci mesdames pour le travail que vous avez effectué sur ce webinaire, qui va être un peu original, enfin en tous les cas on l'espère, parce on va vous parler des CG. Vous le savez, sur de la prévoyance, on n'est pas vraiment comme sur de la santé. La grille de garantie, c'est parfaitement insuffisant. La CG est réellement prégnante. Donc l'idée, ça va pas être de se comparer, évidemment, ou de dire tel contrat est mauvais, tel contrat est mauvais. Mais en tous les cas, ça va être de mettre le point, en fait, sur certaines clauses, ou en tout cas rédaction de clauses qui peuvent un petit peu tout changer. Et ce sont des points assez essentiels sur la partie prévoyance. Donc en intro, on vous parlera de la prévoyance, donc le sujet complexe qui nécessite d'être réellement bien maîtrisé afin d'apporter le bon conseil. Et vraiment, on insiste là-dessus, la clé, c'est la CG. Vous ne pouvez pas tout connaître, il existe de nombreux contrats, évidemment, c'est compliqué de rentrer dans tous les détails. Donc on va essayer de, nous, en tous les cas, de vous montrer ce qui, pour nous, est assez prégnant. Et donc pour autant, il y a des points qui à manier, c'est ce que je vous disais avec aisance, pour éviter les mauvaises surprises derrière, ou quand on pense avoir fait souscrire une garantie à son client, on peut parfois se rendre compte que malheureusement, il peut y avoir des trous. Donc on a fait une sélection qui nous semblait importante. D'une part, ce n'est pas exhaustif, et je le répète, l'idée n'est pas de montrer du doigt tel ou tel contrat. D'ailleurs, de toute façon, on ne vous dira pas parce qu'on a trouvé certaines clauses. D'autant plus que un contrat peut être très bon sur, je sais rien, moi, sur Naval et peut-être moins bon sur l'INCAP, peu importe. Mais l'idée n'est pas de montrer encore une fois du doigt tel ou tel opérateur. On n'a pas la prétention d'être forcément les meilleurs partout, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va vous faire? Dans tous les cas, nous, on va vous proposer une checklist des points qui nous semblent vraiment prégnants, qui vous permettra de lister, je dirais, et d'étudier en fait une CG. Les questions à vous poser, où trouver les informations dans les CG, des exemples concrets par thématique. La checklist, vous l'avez sous les yeux, donc on vous la fournira derrière. Hein. C'est pas la peine de prendre des notes, on vous l'enverra. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment, ce sur quoi il faut vraiment porter attention, c'est comment le contrat va-t-il indemniser mon client, identifier la mécanique du contrat. Là, on rentre, vous le connaissez, vous connaissez comment dire, ces définitions, ces termes. Est-ce que c'est du forfaitaire? Est-ce que c'est de l'indemnitaire? Est-ce qu'ils ont déduit le RO ou pas? Et surtout, qu'est-ce qu'on met derrière? Puisqu'on se rend compte en creusant un peu, c'est ce qu'on va vous montrer, que un contrat forfaitaire ne l'est pas forcément, en fonction des clauses qu'on va trouver par ailleurs dans le contrat. Un contrat forfaitaire où, je vous donne tout de suite un exemple, où on va contrôler les revenus lors d'un sinistre, est-ce que c'est un contrat forfaitaire? Je ne suis pas certain. Qu'est-ce qui est couvert? Est-ce qu'il y a des exclusions explicites? Le dos, le psy, les sports à risque, le mi-temps thérapeutique. Et enfin, garder à l'esprit dans l'analyse des garanties principales, l'arrêt de travail, jusqu'à quand mon client est indemnisé, l'inval, quel barème sera appliqué, c'est juste capital, l'exo des cotis, est-ce que c'est prévu par le contrat, les frais généraux, les FGP, quelles conditions de prise en charge, et ensuite comment est-ce que le contrat va évoluer en cours de vie. La cotisation, est-ce qu'il est prévu qu'elle évolue? En général, oui, on ne va pas se mentir. Quelles conditions pour augmenter les garanties et comment est-ce que les garanties sont indexées? Et enfin, à la fin, on aura un quiz qui permettra de valider en fait ce webinaire, cette formation, afin de vous fournir des petites attestations DDA.
Merci Maxime pour cette intro. Alors, est-ce que je me permets juste avant, parce qu'il y a des personnes qui me signalent que vous entendez pas bien. Alors, on va peut-être juste regarder pour le micro. Je sais pas si. Attends, je voulais voir sur le micro. Hop. Est-ce que. Alors, attendez. Est-ce que tout le monde nous entend distinctivement? Alors oui, effectivement, il y a quelqu'un, il y a un micro qui n'était pas coupé. Est-ce que maintenant, c'est bon? Est-ce que dans les QR, oui, ah, ça a l'air bon. Parfait. Eh ben, désolé, on va pouvoir démarrer. Je suis désolé que vous n'ayez pas entendu ma brillante introduction, mais enfin, ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est merci à ces deux dames qui ont beaucoup travaillé sur le support. Avant de démarrer et de poser vos questions, une dernière chose. C'est le suivant, Marion. Oui, oui. Juste que. Non. Ah, désolé, c'est sur les aléas Et là, du direct. on a dû se déconnecter. Et là, pourquoi ça n'apparaît C'est bon, c'est un partage. pas? Et on ne sait plus la phrase. Eh ben, là, on va mettre en plein écran. Là. Désolé à tous. C'est les petits calages. On s'était calé avant de démarrer, mais là. C'était bon. Et Attends, comment tu fais? Ah oui, c'est là. Hop. Ok, ça va le faire. Allez, on va y arriver. Donc, il y aura des moments, des temps de pause dans ce webinaire pour permettre de répondre à une partie de vos questions. Vos questions, on va vous demander de les poser regardez l'écran, via le QR, surtout pas par le chat. Petit onglet QR vous permettra de poser vos questions. On pourra y répondre au fur et à mesure comme on peut, puisque ça ne vous a pas échappé. Il y a des gens en coulisses qui vont essayer de répondre au fur et à mesure. D'autre part, on marquera des temps d'arrêt pendant le webinaire pour peut-être faire des focus sur certaines questions. Si on n'a pas le temps de répondre à tout, on ne manquera pas, comme d'habitude, en fait, derrière, de faire un retour écrit de manière à ce que toutes les questions trouvent une réponse, en tout cas, si on les a. Je vous laisse démarrer, mesdames. tout ça, ça a été dit. Merci Maxime. On vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Je n'ai pas pu vous saluer jusque-là, mais bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire et on va attaquer. On va rentrer dans le vif du sujet sur le premier point de la checklist que vous aurez bientôt, qui est de vérifier certaines définitions critiques. Donc, pourquoi s'attacher à certaines définitions? Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont structurantes. Parce qu'avant même de parler de type d'indemnisation ou de montant de garantie, elles vont définir d'ores et déjà un périmètre de couverture pour vos clients. Généralement, les définitions, c'est très simple, on les trouve dans la partie lexique ou définition des conditions générales ou dans les dispositions générales. Les définitions, on ne pourra pas évidemment toutes les aborder, le webinaire est limité en temps. On a choisi d'en aborder trois, l'ITT, l'hospitalisation, le créateur et la rente de conjoint. On commence par l'incapacité totale de travail. En principe, l'ITT, elle est définie comme l'impossibilité médicalement constatée d'exercer temporairement et totalement l'activité professionnelle déclarée à l'adhésion. Donc, attention, mais parce que certaines définitions de l'ITT peuvent contenir pour autant des nuances. Il ne faut pas les négliger. Et en ce qui concerne l'ITT, la question à se poser, c'est quel type d'incapacité est couverte? On prend un premier extrait de CG, où vous voyez que dans ce premier extrait, il est précisé que l'assuré qui est en ITT, lorsqu'il ne peut plus exercer son activité, même partiellement. Concrètement, dans le cas qui est exposé là, un maçon qui ne pourrait plus assurer ses chantiers, mais qui continuerait à organiser le planning de ses salariés, faire des devis, sa comptabilité, gérer ses commandes, bref, travaillerait partiellement, pourrait ne pas être indemnisé avec ce type de définition. C'est un point d'attention. Autre contrat, sur le contrat REPAM, autre définition, on parle évidemment d'incapacité complète et continue de pouvoir travailler, mais il n'y a pas de précision concernant une activité même partielle. Deuxième définition, l'hospitalisation. Donc, généralement, on parle de tout séjour dans un établissement hospitalier de soins publics, privés, autorisé à pratiquer des actes médicaux ou chirurgicaux,
Comme beaucoup de contrats aujourd'hui couvrent désormais l'hospitalisation ambulatoire ou à domicile, donc ça fera partie aussi des points à regarder. Généralement, idem, on trouvera cette information dans la partie définition et si ce n'est pas le cas, regardez dans la partie franchise des conditions générales. Là, il y a deux questions en fait à se poser sur la partie de la définition d'hospitalisation. D'une part, dans quelles conditions applique-t-on la franchise hospi? Et la deuxième question, quel type d'hospitalisation sera couverte? Est-ce qu'il y a un nombre de jours minimum et est-ce que l'hospitalisation ambulatoire et à domicile sont couvertes, sont prévues au contrat? Première question, dans quelles conditions applique-t-on la franchise hospitalisation? Là, vous avez un premier extrait de CG qui précise que la franchise hospitalisation sera appliquée s'il y a un acte chirurgical et s'il n'y a pas d'acte chirurgical, il faut que l'hospitalisation soit d'au moins 3 jours. Si elle est inférieure à 2 jours, c'est la franchise maladie qui sera appliquée. Sur notre contrat, on précise que la franchise hospitalisation est appliquée s'il y a une hospitalisation d'au moins 24 heures ou supérieure. Dans le cas où l'hospitalisation serait inférieure à 24 heures, il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale. Vous voyez là aussi des petites nuances de durée d'hospitalisation, de nuitée ou pas. Deuxième question, quel type d'hospitalisation est couvert? Donc là, on reprend un extrait de CG. Il est précisé que l'hospitalisation en ambulatoire n'est pas couverte puisqu'on parle de centre hospitalier, hôpital ou clinique dans la CG et que l'hospitalisation à domicile n'est pas couverte puisqu'il faut au moins une nuitée sur place pour pouvoir être couvert. Sur le contrat REPAM, l'hospitalisation en ambulatoire est couverte, à domicile également, c'est précisé dans les conditions générales. Et généralement, sur les contrats qu'on s'est couvert, ça l'est de manière assez précise. Définition maintenant du créateur. Donc, la plupart du temps, ce statut va permettre à votre client de bénéficier d'une réduction tarifaire dès la mise en place du contrat, mais avec des garanties qui sont souvent plafonnées. Donc là, il y a plusieurs questions à se poser également. Depuis quand faut-il avoir créé son entreprise pour bénéficier de la réduction? Et est-ce que la réduction, elle est calculée à partir de la date d'effet ou de la date de création de l'entreprise? Et vous verrez, on verra qu'il y a du coup un impact également pour votre client. Donc, sur la première question, depuis quand faut-il avoir créé son entreprise pour bénéficier de la réduction? On prend un premier extrait de CG, on comprend qu'on est créateur si l'entreprise a été créée dans les 12 mois qui précèdent le contrat. Sur le contrat REPAM, on est créateur quand l'entreprise a été créée dans les 18 mois. Donc ça, c'est une première information. La durée depuis quand faut-il avoir été créateur. Mais autant le statut de créateur, il est contractuel, autant la durée même de la réduction, elle ne va pas l'être généralement. C'est une information qui sera souvent indiquée plutôt dans les devis, mais néanmoins, il est important de porter votre attention sur ce point-là. On va vous donner un exemple très concret sur un créateur qui, dans le cadre d'un contrat, peut bénéficier d'une réduction de 2 ans. Dans un premier cas, c'est à partir de la date de création et dans le deuxième cas, à partir de la date d'effet. Premier cas, la réduction de 2 ans est calculée à partir de la date de création de l'entreprise. Dans notre exemple, l'entreprise est créée le 1er février 2024. Donc l'abattement va courir 2 ans à partir du février 2024, donc ça va courir jusqu'au 1er février 2026. Mais le contrat prenant effet au 1er janvier 2025, votre client pourra bénéficier de la réduction pendant 13 mois. Dans le deuxième cas, la création est toujours à la même date, mais le contrat étant souscrit le 1er janvier 2025, les 2 ans vont s'appliquer à partir de la date d'effet du contrat. Et donc, votre client pourra bénéficier de la réduction pendant 24 mois. Dernière définition, la rente de conjoint. Donc, on le rappelle, la rente de conjoint, ça a pour objectif de verser une rente mensuelle ou trimestrielle au conjoint bénéficiaire en cas de décès de votre client assuré. Donc, attention à la définition du conjoint, notamment concernant le concubin qui n'est pas forcément conjoint au titre des conditions générales. Là, vous vous poserez la question sur le contrat de savoir d'une part si la rente est viagère ou temporaire et dans quel cas l'assureur cesserait le versement de la rente. Et c'est sur ce deuxième point qu'on va s'arrêter aujourd'hui, puisque c'est vraiment un point qui peut être important pour le bénéficiaire de la rente de conjoint. On prend l'exemple qui s'affiche. Il est précisé qu'en cas de remariage ou de nouveau Pacs,
la rente cessera d'être versée. Donc, sur ce point-là, il est important de bien informer le bénéficiaire désigné de la rente de conjoint en cas de versement de la rente. Autre contrat, en cas de remariage ou de nouveau Pacs, pas de précision. Donc, chez nous, le maintien, la rente est maintenue et donc continue d'être versée, même si le conjoint se Pacs à nouveau ou se remarie. On en a terminé avec les définitions. C'était la première partie de notre checklist. Deuxième point, il faut vérifier comment le contrat va-t-il indemniser mon client. Et je passe la parole à Coraline. Merci. Donc effectivement, on ne peut pas parler des CG d'un contrat de prêve sans reparler encore des différentes mécaniques de prestation, puisque c'est quand même un élément clé à maîtriser pour vous, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour vos clients en cas de sinistre. Donc on les a mis dans 4 catégories. Alors je sais qu'on ne met pas tous la même réalité derrière. Je vais peut-être pas me faire des amis en parlant de forfaitaire sous déduction du héros. L'idée, c'est vraiment de les classer en 4 catégories, de bien définir ce que nous, on met derrière ces définitions et de surtout comprendre pour vous et pour le client l'incidence du fonctionnement du contrat et les points positifs comme les points négatifs. Donc, effectivement, chaque contrat a son propre fonctionnement concernant le calcul. Et l'idée, c'est que le client soit bien conseillé pour qu'il n'ait pas de mauvaise surprise et qu'il ait clairement en tête les montants qu'il va percevoir d'une part de son contrat et éventuellement de son régime obligatoire. L'information dans les CG sur les mécaniques, la plupart du temps, vous allez les trouver dans comment mettre en œuvre les garanties, dans les formalités à remplir en cas de sinistre et aussi dans les bases de garantie en INCAP et en INBEL. Donc, premier type de contrat, le contrat forfaitaire pur. Qu'est-ce qu'on entend par contrat forfaitaire pur? Donc, c'est le contrat où il n'y aura pas de contrôle de revenus et il n'y aura pas de déduction du régime obligatoire. Concrètement, quand vous proposez un contrat forfaitaire pur, généralement, ce qui se passe, c'est que dans l'outil de souscription, vous allez renseigner le revenu de votre client. On part sur 100%, puisque en principe, on va plutôt couvrir la totalité de la rémunération de votre client. Donc, vous allez renseigner 100% du revenu du client. On part sur un exemple ici à 100 euros par jour. Le montant à garantir qui va vous être proposé dans l'outil, ça va être 100% du revenu du client. Donc, on est toujours sur 100 euros par jour. Le montant versé au moment du sinistre, ce sera le montant garanti, donc 100 euros par jour. Et donc, concrètement, sur un forfaitaire pur, votre client, en cas de sinistre, va percevoir 100% du montant garanti, plus ce qui est versé par le régime obligatoire. Donc là, sur l'exemple, si on part d'un client qui est à la SSI et qui serait indemnisé à hauteur de 50% de sa rémunération, on serait sur un client qui, en arrêt de travail, touche 150 euros par jour. Concrètement, selon nous, les contrats dits forfaitaires purs, donc ceux sur lesquels on ne tient pas du tout compte des prestations versées par le régime obligatoire, selon nous, ça n'existe quasiment plus. Alors, on sait que certains outils de souscription vous permettent de couvrir 100% de la rémunération de votre client sans tenir compte du héros, mais il y a quand même un principe en prévoyance de non-enrichissement qui incite les assureurs à indiquer dans les CG qu'il ne pourra pas y avoir d'enrichissement en cas d'arrêt de travail ou d'inval quand on cumule ce qui est versé par l'assureur et ce qui est versé par le régime obligatoire. Et donc là, pour illustrer, un extrait de CG d'un contrat dit forfaitaire pur, où il est bien précisé que le montant assuré qui est indiqué au certificat d'adhésion doit être limité à 100% du revenu journalier, déduction faite des prestations du régime obligatoire. Donc, dans la logique de ce type de contrat, en principe, il faudrait déduire le RO au moment où vous faites la simulation et venir couvrir la différence. Ce qui est certain, c'est qu'il faut vraiment s'assurer, c'est là la clé, hein, c'est le contrôle des revenus. Si on fait souscrire un contrat forfaitaire pur et que c'est ce qu'on a à l'esprit et que c'est ce qu'a à l'esprit le client, ce genre de clause, en fait, ça induit qu'on peut s'attendre à un contrôle des revenus au niveau du si jamais se passe un sinistre. Il peut y avoir une déconvenue. Donc vraiment s'assurer de ça. Ensuite, deuxième type de mécanique, les contrats forfaitaires sous déduction du héros. Concrètement, pour nous, l'aspect forfaitaire sous déduction du héros, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contrôle de revenu, d'où la notion de forfaitaire. En revanche, il y aura une déduction du régime obligatoire au moment du sinistre. Donc, pour faire le lien avec le premier exemple concret, là, vous allez indiquer dans l'outil de souscription 100% du revenu de votre client. Donc, on reste sur 100 euros par jour. Le montant à garantir,
va être égal à 100% du revenu, toujours 100 euros par jour. Le montant versé par l'assureur, ici, ça ne va pas être le montant indiqué sur le certificat d'adhésion, ce sera le montant garanti moins le régime obligatoire. Donc, dans notre exemple de client à la SSI, on verserait 50 euros par jour. Et l'idée, c'est que le montant total perçu au moment de l'arrêt de travail, ça couvre bien 100% du revenu garanti, donc une partie payée par l'assureur et une partie payée par le régime obligatoire. Et donc là, un exemple de CG d'un contrat forfaitaire sous déduction de héros. Donc là, c'est notre contrat REPAM qui précise que jusqu'à 1,3 passes, on ne contrôle pas les revenus. Donc, on est forfaitaire jusqu'à 1,3 passes. Et par contre, en cas de sinistre, on déduit les prestations prévues par le régime obligatoire. Troisième type de contrat, le forfaitaire en complément du régime obligatoire. Donc ici, on est toujours sur une absence de contrôle de revenus. Par contre, le régime obligatoire, ici, il va être déduit au moment de l'adhésion. Donc là, toujours pour faire le lien avec une rédaction de CG, ici, les CG d'un contrat forfaitaire en complément du héros prévoient que le montant des garanties est constitué du revenu professionnel après déduction des IJ du régime obligatoire. Donc, on reste sur notre exemple chiffré, toujours 100% du revenu du client renseigné dans l'outil de souscription. Ici, le montant à garantir proposé par l'outil va changer, puisque l'outil va partir du principe que votre client, s'il est à la SSI et qu'il gagne 100 euros par jour, il va percevoir 50 euros de la SSI. Donc, l'outil va vous proposer de garantir les 50 euros restants. Au moment du sinistre, l'assureur va verser le montant garanti, donc les 50 euros par jour. Et là, l'idée aussi, c'est que le montant total perçu en cas de sinistre, on soit sur le revenu assuré. Donc les 50 assureurs et les 50 de régime obligatoire. Alors, quelques points de vigilance sur ces contrats, notamment en complément du héros. Parce qu'on pourrait se dire que c'est la même chose. Oui, alors voilà, c'est vrai que la notion de forfaitaire sous déduction du héros ou forfaitaire en complément du héros, c'est pas du tout la même chose. Et ça, vraiment, il faut l'avoir à l'esprit, puisque le régime obligatoire n'est pas déduit au même moment. Et ça, ça fait toute la différence. Quand on est sur un contrat en complément du héros, le héros, je vous l'ai dit, il va être simulé par le tarificateur et en fait, l'assureur, vous allez faire un devis qui va couvrir le delta entre la rémunération et le montant versé par le héros. Là, donc le héros va être estimé à l'instant T par l'outil de tarification. On prend un exemple chiffré pour bien illustrer ça sur un client qui gagne 96 euros par jour. On est toujours sur le client qui est à la SSI, donc qui indemnise 50% de la rémunération. Donc là, l'outil de souscription, il va proposer de couvrir 48 euros par jour les 360 premiers jours, puisque la SSI intervient pendant 360 jours. Et ensuite, il va proposer de couvrir 96 euros par jour à compter du 361e jour. Donc concrètement, les risques sur un contrat en complément du héros. Le premier risque que nous, on identifie, c'est que le régime obligatoire ne verse pas ce qui a été estimé au moment de l'adhésion et que du coup, l'assuré subisse un manque à gagner que l'assureur ne va pas compenser. Donc ici, un exemple avec un client qui serait en arrêt de travail en 2025. Son dernier revenu déclaré était d'un peu plus de 35 000 euros. Donc, c'est le montant qu'il a couvert sur son contrat de prévoyance. Il est en arrêt de travail et la SSI, pour indemniser un indépendant, prend en compte la moyenne des 3 dernières années de revenus. Donc là, on est sur un exemple où notre client, en N-1, il aurait déclaré 35 000 euros. N-2, il a fait un peu moins bien, on est à 25 000 et N-3, on est à 30 000. Donc, on est sur une moyenne de revenus à 30 000 euros. Ce qui va se passer, c'est que la Sécu, elle va indemniser 50%, donc elle va payer 41 euros par jour. Le client, il va donc percevoir 41 euros par jour de la SSI, 48 euros de l'assureur. Donc, au global, on est à 89. Et ce client-là, il a un manque à gagner du coup de 7 euros par jour, puisque sa rémunération déclarée était de 35 000 euros. Alors là, c'est anecdotique. On est à 7 euros par jour. Ça fait 210 euros par mois. C'est pas énorme, mais on est aussi sur des petits revenus. Le deuxième cas où ça peut poser problème, c'est le cas du créateur qui va être en arrêt de travail lors de sa première année d'affiliation à la SSI. Je pense que vous le savez tous, un créateur, quand il n'a pas un an d'affiliation à la SSI, il ne bénéficie pas de prestations
en cas d'arrêt de travail. Et ça, les contrats en complément du héros vont pas forcément toujours en tenir compte. Donc là, on est toujours sur votre client qui gagne 96 euros par jour, qui est couvert pour la moitié auprès de l'assureur. Et ben, le problème, c'est que s'il est en arrêt de travail dans sa première année d'affiliation, il va rien toucher de la SSI. Donc, il va toucher uniquement la part assureur. Et vous voyez, là, tout de suite, son manque à gagner, ben, on est à 50% de la rémunération, donc 48 euros par jour, et ça représente quasiment 1500 euros par mois. Donc là, tout de suite, déjà, cet exemple-là montre le risque du contrat en complément du régime obligatoire. Et le dernier risque aussi sur ce type de contrat, c'est que l'assuré, il ait atteint les 360 jours d'indemnisation de la SSI sur une période de 3 ans. Là aussi, c'est propre à la Sécu des indépendants, mais la Sécu des indépendants indemnise pendant, c'est une espèce de compteur de 360 jours par période de 3 ans. Donc là, on vous a mis une petite frise pour illustrer de manière un peu visuelle. Donc, par exemple, quelqu'un qui est en arrêt de travail en 2023, il est en arrêt de travail 150 jours. Il est indemnisé 150 jours par la SSI. Il a un deuxième arrêt de travail de 150 jours un peu plus tard. Il est payé. Et ensuite, il a un troisième arrêt de travail dans cette période de 3 ans, puisqu'on parle d'une période de 3 ans. En fait, il a déjà utilisé 300 jours sur son enveloppe, donc il lui reste plus que 60 jours d'indemnisation de la SSI. Et tout ce qui va venir après dans la période de 3 ans ne sera pas indemnisé. Et ça, concrètement, un assureur n'a aucun moyen de savoir où en est le client dans la consommation, on va dire, de son enveloppe du régime obligatoire. Et donc, sur un complément du héros, encore une fois, c'est le même exemple que le créateur d'entreprise. L'assureur ne va pas compenser. Et donc, le client, potentiellement, va avoir un manque à gagner qui sera à hauteur de 50% de sa rémunération. Dernier type de contrat, les contrats indemnitaires. Donc, quand on ne tend pas indemnitaire, là, il y aura un contrôle des revenus au moment du sinistre et il y aura également une déduction de ce qui est versé par le régime obligatoire, toujours là au moment du sinistre. Donc, un exemple de CG d'un contrat indemnitaire, où là, on parle bien de montant de légis versé qui va correspondre au montant assuré, mais dans la limite du dernier revenu déclaré, déduction faite des prestations versées par le régime obligatoire. Encore notre exemple pratico-pratique. Donc, sur un contrat indemnitaire, quand vous souscrivez, vous allez renseigner 100% du revenu du client. L'outil de souscription va vous garantir le client à hauteur du revenu que vous avez déclaré. Et par contre, en cas de sinistre, le montant qui sera versé par l'assureur correspondra au dernier revenu déclaré à l'administration fiscale, moins le régime obligatoire, dans la limite du montant garanti. Sur les points de vigilance, sur les contrats indemnitaires, selon nous, c'est que ça va être moins adapté en cas de variation de revenus, puisque comme il y a un contrôle de revenus, si le client il est en arrêt de travail et que l'année précédente, il avait fait une année pas terrible, il va être pénalisé. Et aussi, le client devra toujours fournir au moment du sinistre sa déclaration de revenus et les décomptes de son régime. Par expérience, en revanche, et là je ne parle pas du contrat REPAM, parce que on n'est pas sur un indemnitaire, c'est aussi des contrats qui, en général, en tous les cas, tiennent dans le temps en termes de tarifs. Évidemment, il n'y a pas d'anti-sélection, ça a au moins cet avantage. Oui, et en principe, la cotisation est moins élevée oui. également. Et donc, dans tous les cas, quelle que soit la mécanique de contrat, il y a quand même un principe, on en a parlé tout à l'heure, qui prévoit que le client en arrêt de travail ne doit pas percevoir plus quand il est en arrêt que quand il est en activité. Et dans tous les types de contrats, vous allez toujours trouver une clause qui le précise. Donc, c'est la clause qu'on appelle la clause de non-enrichissement, où on précise bien, là, on vous met deux exemples de clauses. La première qui dit bien que le montant versé ne doit pas procurer un revenu de remplacement supérieur au dernier revenu déclaré à l'administration fiscale. Et la deuxième, c'est la même chose. On parle de montant d'indemnité globale qui ne doit pas dépasser les revenus nets déclarés à l'administration fiscale lors des 2 années précédentes. Mais en pratique, parce qu'effectivement, dès lors qu'on parle de forfaitaire, qu'on soit sur du forfaitaire pur, forfaitaire en complément du héros, forfaitaire sous déduction du héros, c'est quoi le risque de trop couvrir le client dès lors qu'il n'y a pas de contrôle de revenus? Alors,
Le premier risque, c'est que la plupart des conditions générales prévoient souvent la possibilité pour l'assureur de demander, en cas d'arrêt de travail ou d'inval, tout document qu'il jugera utile, et donc l'avis d'imposition. Il peut y avoir un risque, soit de réduction de la garantie, voire d'annulation pour fausse déclaration. Ici, on vous met un exemple d'un contrat forfaitaire pur qui précise bien que la fausse déclaration intentionnelle expose l'adhérent à une déchéance de ses garanties et que cette disposition liée à la fausse déclaration s'applique également aux revenus annuels qui doivent être déclarés de façon exacte. Donc ça, c'est le premier risque. Finalement, l'aspect pas de contrôle de revenus, l'assureur, il peut quand même contrôler un revenu s'il le souhaite. Le deuxième risque, c'est que la durée des arrêts de travail soit plus longue. Un client qui va toucher une fois et demie, 2 fois sa rémunération en arrêt de travail, il ne va pas forcément être incité à reprendre rapidement son activité. Et le troisième risque aussi en pratique, c'est le fait de surassurer le client. Ça entraîne de l'antisélection et à terme une sinistralité plus importante et donc des redressements de portefeuille avec des majorations qui vont être plus élevées. Exact inverse du contrat indemnitaire. Tout à fait. Alors, j'imagine que vous avez des questions après avoir évoqué toutes ces mécaniques de contrat. On va prendre un petit temps pour répondre à vos questions. Hop, si j'arrive à les afficher. Alors, il y avait des questions. Alors, il y a des questions. Alors, il y a des observations faites sur des concurrents, sur des non-concurrents. Alors, nous, volontairement, on ne citera personne. Et comme on vous l'a dit, on a fait le choix aussi de vraiment multiplier les différents contrats. Et une fois encore, c'est pas parce que vous repérez une définition qui pourrait être chez un concurrent, ça ne veut pas dire que le contrat est mauvais. C'est attention, hein, parce que. Donc, il y avait sur les nuitées, voilà, 3 jours, est-ce que c'est 2 nuits ou vraiment 72 heures? Généralement, c'est précisé dans les conditions générales. Soit on parle de nuitée, soit on parle de jours. Mais c'est vrai que c'est souvent le terme nuitée qui est utilisé. Donc, il est fort probable que ce soit 2 nuits qui soient prises en considération quand on parle de au moins 3 jours d'hospitalisation. Euh, Alors, il y a une question sur le contrôle. Donc, même s'il y a des contrôles, les IJ sont imposables, donc fiscalisés. Oui, tout à fait, c'est aussi un aspect. C'est que, alors, si on est dans le cadre d'une déduction Madelin, notamment, les IJ vont être fiscalisés. Donc, le risque aussi, alors je ne sais pas si c'est ce qui est sous-jacent à la question, mais le risque, c'est que le client qui soit surassuré, au moment de l'arrêt de travail, il soit indemnisé fortement et qui donc soit fiscalisé plus fortement sur ce qu'il aura perçu. Alors, on a une question. Que ferez-vous pour un créateur qui n'aurait pas d'indemnisation du héros? Vous substituerez-vous, au héros? Alors oui, nous, alors vous l'avez compris, je pense, notre contrat est sous déduction du régime obligatoire. Et effectivement, je vous confirme que pour un créateur, on viendra se substituer au régime obligatoire. Et c'est en ça où notre avis, en tout cas le mien, c'est que le sous-déduction du héros est assez protecteur pour un client, puisqu'en fait, vous garantissez à votre client la base de rémunération, la base souscrite. Et ensuite, c'est un système de base communicant, c'est ce que j'explique souvent. Ça peut être 50-50, ça peut être 60-40. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ça peut être 100%. 100%. Exactement. Héros, pour une raison X ou Y, et si je reprends la question posée, là, on est sur une création, on est sur un créateur, si le héros verse rien, eh ben nous, on viendra en déduction du héros, c'est-à-dire de zéro, c'est-à-dire qu'on remboursera l'entièreté de la base souscrite. Alors là aussi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on explique qu'on vient sous déduction du régime obligatoire, l'intervention du régime obligatoire n'est pas un prérequis pour que nous, on paye l'arrêt. Je sais aussi qu'il y a des acteurs qui fonctionnent sous déduction du héros, et si le héros ne paye pas, l'acteur ne paye pas. Nous, on n'a pas ce fonctionnement-là. Nous, on va compenser la non-intervention. Ce n'est pas une condition de prise en charge chez REPAM. On va indemniser le client. Il y a 2 cas dans lesquels on va déduire un héros fictif. C'est si jamais le héros n'indemnise pas le client parce que le client n'a pas déclaré son arrêt ou parce que le client n'était pas à jour de cotisation auprès de son régime obligatoire. Clairement, il y a une faute du côté du client. S'il n'y a pas de faute du côté du client, la question ne se pose pas. Alors, une autre question. Si l'assuré quitte une activité salariée pour reprendre sans aucun délai d'attente une activité TNS,
La SCI interviendra en prenant le montant de ses revenus salariés. Alors oui, je vous expliquais, alors je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, mais effectivement, il faut 1 an d'affiliation à la SSI pour pouvoir être indemnisé. Par contre, l'historique des affiliations antérieures est reprise. Donc si quelqu'un était salarié, donc cotisé à la Sécu à titre de salarié et qu'il n'y a pas d'interruption d'affiliation, il bénéficiera de l'ancienneté. Oui, voilà, donc vous êtes plusieurs à poser des questions sur le créateur. Effectivement, s'il avait une affiliation antérieure, elle est prise en compte. Pardon. La durée d'indemnisation du SSI. Oui, donc sur la durée d'indemnisation du SSI, donc on est sur 360 jours par arrêt de travail. Il passe à 3 ans si c'est une affection de longue durée ou si c'est des arrêts supérieurs à 6 mois. Mais sinon, si c'est une multitude de petits arrêts, c'est 360 jours par période de 3 ans. Oui, alors il y a beaucoup de questions sur l'affiliation précédente à la SSI, donc ça, on y a répondu. Euh, alors oui, alors sur les contrôles de revenus, parfois il y a des tolérances sur les contrats. Vous voyez, nous, ce que j'expliquais, c'est qu'on est forfaitaire jusqu'à 1,3 passe. Au-delà d'1,3 passe, on est indemnitaire. Par contre, on a une tolérance. On va contrôler les revenus N-1. Si N-1 est inférieur à la base souscrite, on va prendre la moyenne des deux dernières années avec une pondération de 20%. Vous avez souvent quand même des tolérances. Dès lors qu'il y a un contrôle de revenus, il y a souvent une tolérance, puisque par définition, on sait que les revenus des TNS fluctuent. Hmm. Vous êtes grossiste, est-ce que c'est vous qui allez régler les sinistres ou est-ce l'assureur? Alors, on est grossiste, mais on a une particularité déjà chez Repam, c'est qu'on est porteur de risque. En réalité, notre actionnaire, une mutuelle qui s'appelle Mutualia, pour ceux qui ne le savaient pas. Il y a la question sur qui est l'assureur. Il y a la question sur qui est l'assureur Et aussi. qui est l'assureur? C'est Mutualia du régime prévoyance. Maintenant, Mutualia est aussi en front, c'est réassuré à 90%, en réalité par un très gros réassureur. Je peux le citer, c'est à 9 heures si vous voulez. Donc, c'est des gens avec lesquels on travaille beaucoup main dans la main, mais je vous confirme que toute la gestion est réalisée chez nous, main dans la main, je dirais, avec notre médecin conseil et avec les équipes du réassureur. Alors, il y a une question aussi sur savoir si on indemnise avec le héros ou sans les héros. Je ne l'ai pas précisé, mais chez Repam, on a fait le choix de commencer à payer un client sans attendre les décomptes du régime obligatoire. On sait que souvent, c'est une des remarques qui est faite sur les contrats sous déduction de héros, c'est que l'assureur attend d'avoir les décomptes du héros pour payer. Nous, on a fait le choix de commencer à payer tout de suite en estimant un montant de héros et à réception des décomptes, si besoin, on régularise. C'est un système qui, en toute transparence, fonctionne très bien. Ça a le mérite d'être rapide. Et on se laisse toujours une marge de vie à payer pour pouvoir compenser si jamais on n'a pas assez déduit et qu'il y a une régule à faire. Euh, Pose un contrat pour TNS alors que sa rémunération n'est pas régulière, voire inexistante, mais qu'elle perçoit une rémunération salariée. Alors, nous, petite précision sur notre contrat prévoyance TNS, on n'a vocation qu'à couvrir que des revenus TNS. On ne couvrira pas de revenus salariés sur ce contrat-là. En revanche, on peut couvrir des dividendes et uniquement des dividendes. Ça, il n'y a pas de souci. On couvre le mandataire social et on couvre la partie liée aux dividendes. Sachant que si on couvre que des dividendes, finalement, jusqu'à 1,3 passe, on sera en forfaitaire pur, puisqu'il n'y a pas de déduction du héros, il n'y a pas de héros sur les dividendes. Voilà pour la question. Oh, bah, c'est Sophie. Bonjour Sophie. Sophie, pour la question de ton créateur, en fait, c'est aussi pour ça qu'on prévoit en fait certains montants, nous et d'autres d'ailleurs, où on décide d'être en forfaitaire. Nous, c'est 1,3 passe. Ça va permettre effectivement de couvrir ton créateur, lequel n'a aucun revenu, en fait, il peut justifier d'aucun revenu puisque il est créateur, alors si, des revenus salariés, mais c'est pas ça qu'on va prendre en compte. C'est aussi ça l'idée dans un montant, je dirais, raisonnable, euh, pour permettre ce type de clientèle, entre guillemets, de souscrire sans attendre 1 an, qu'on ait 1 an de revenus pour voir exactement. Et là, on va couvrir, par exemple, alors souvent l'idée, c'est sur la base d'un prévisionnel ou ce genre de choses, de manière à essayer de déterminer
une rémunération qui soit cohérente, de manière à déterminer aussi une cotisation qui soit cohérente pour le créateur. Du coup, on prend deux dernières questions. Après, on va passer à la suite. Il y aura d'autres temps questions-réponses. Il y a une question relative au congé maternité. Est-ce qu'il y a une indemnisation prévoyance? Alors non. En aucun, à ma connaissance, contrat de prévoyance n'indemnise le congé maternité. En revanche, on indemnise la grossesse pathologique, mais hors congé légal de maternité. Et n'est pas une maladie, la maternité. Et alors, je vois qu'il y en a qui connaissent notre offre, puisqu'on me parle du volet accident seul, puisque chez Répar, on peut couvrir que du risque accidentel sur notre contrat. Je vous confirme que lorsqu'on couvre que de l'accident, il n'y a pas de sélection médicale. On passe à la suite. De toute façon, comme le disait Maxime en introduction, toutes les questions auxquelles on ne peut pas répondre là, en live, on y répondra par écrit. Ultérieurement, on vous renverra les questions, le fichier des questions-réponses avec les réponses. Hop. Deuxième partie, du coup, troisième partie dans notre checklist, c'est identifier ce qui n'est pas couvert. Donc là, on va aborder le volet des exclusions. Et notamment, on a choisi d'aborder avec vous les sujets du dos, du psy, des sports à risque et du mi-temps thérapeutique. Alors déjà, commençons par le dos et le psy. Souvenez-vous, il y a à peu près une bonne dizaine d'années en arrière, c'était les pathologies dos ou psy étaient très mal couvertes, voire exclues d'à peu près la majorité des contrats. Puis il y a eu une belle évolution du marché. La plupart des contrats ont commencé à prévoir des couvertures pour le dos et le psy. Et on a constaté ces 2, 3 dernières années il y a un retour en arrière avec certaines parfois limitations, restrictions sur ces pathologies-là. Et c'est pour ça que ça nous semblait important de les aborder aujourd'hui, parce que pour nous, ces garanties sont entre guillemets un peu en danger et nous semblent importantes, en tout cas, pour pouvoir bien protéger vos clients et à la fois pouvoir mutualiser autant que possible le risque. Déjà, on va commencer un peu par la terminologie, puisque toujours notre sujet, ce sont les conditions générales et comment se repérer dans les conditions générales. Quand on parle du dos, on parle d'affections discales, vertébrales, axe rachidien, etc. Les questions qu'on va se poser pour savoir si le dos est couvert, c'est est-ce que c'est couvert en inclusion ou en option, le cas échéant? Est-ce qu'il y a des conditions d'hospitalisation et quelle franchise sera appliquée? Sur la partie psy, il y a généralement une liste assez longue des affections psy qui sont précisées. On parle d'affections psy, neuropsy, psychologiques, burn-out. On va se poser les mêmes questions que sur le dos, à savoir est-ce que c'est couvert et est-ce qu'il y a des conditions d'hospitalisation pour la couverture. Et là, on va aussi se poser la question de savoir s'il y a une limitation dans la durée d'indemnisation. Pour répondre à toutes ces questions, vous allez pouvoir trouver les réponses dans certaines parties des CG. Donc, pour savoir si c'est couvert, généralement, c'est dans la partie exclusion spécifique relative à l'ITT et l'IPT. Sous quelles conditions c'est couvert? C'est généralement dans les dispositions particulières. Et quelle franchise appliquer? Dans la partie définition de l'accident, généralement, vous trouverez l'information. On commence par le dos. Les conditions de prise en charge. Donc là, on se rappelle les questions qui nous semblent importantes sur la couverture du dos. Est-ce que c'est couvert? Est-ce qu'il y a des conditions d'hospitalisation? On prend un premier extrait de CG où là, il est précisé que le dos est couvert en inclusion sous condition d'hospitalisation de 48 heures ou s'il y a un acte de chirurgie. Et c'est couvert toujours en inclusion, mais sans condition d'hospitalisation en cas de fracture, de lésion de la moelle épinière, donc généralement liée à une traumatologie importante. Donc là, avec cette définition-là, on peut voir que tous les problèmes de dos ne seront pas couverts. Si on prend les CG de notre contrat, il n'y a pas d'exclusion des pathologies du dos dans les conditions générales. Donc le dos est couvert en inclusion, sans condition d'hospi ni d'intervention chirurgicale. Donc avec notre contrat, sachez que tous les problèmes de dos seront couverts. Donc là, il est important effectivement de bien informer votre client, notamment s'il a une fragilité particulière, pour s'assurer que selon le contrat que vous lui proposerez, il pourra avoir une couverture adaptée. Deuxième question, c'est la franchise. Donc, quand on parle de franchise, c'est d'abord quelle franchise hors franchise hospitalisation. Puisque par défaut, si toutes les conditions d'hospitalisation sont réunies, c'est bien la franchise hospitalisation qui va s'appliquer. Par contre, si les conditions d'hospitalisation ne sont pas réunies, là, il va se poser la question de savoir si on applique la franchise maladie ou la franchise accident.
Donc, on reprend un exemple. Dans l'exemple qui s'affiche, s'il n'y a pas d'hospitalisation, c'est la franchise la franchise maladie, pardon, qui est appliquée. Sur le contrat REPAM, on précise que s'il n'y a pas d'hospitalisation, la franchise sera appliquée par défaut, mais qu'on pourra appliquer la franchise accident dans 3 cas qui sont indiqués et qui sont donc la fracture vertébrale, la liaison de la moelle épinière ou l'accident de la voie publique. Donc, on a parlé des conditions d'hospitalisation, de franchise, etc. Mais certains contrats peuvent aussi prévoir d'autres restrictions sur le dos, notamment la durée d'indemnisation, qui parfois, sur certains contrats, peut être réduite à 1 an. Donc là aussi, euh, soyez vigilants sur cette partie-là de manière à pouvoir prévenir votre client le cas échéant. Pour la couverture du psy, donc, on prend un autre exemple où là, on nous précise que le psy est couvert en inclusion sous condition d'hospitalisation d'au moins 7 jours pendant 1095 jours et sans condition d'hospitalisation pendant 365 jours. Donc là, vous voyez qu'effectivement, entre le sous condition, le sans condition et le nombre de jours, la durée d'indemnisation ne sera pas la même. Donc c'est important de l'avoir bien en tête. Sur le contrat REPAM, le psy est couvert en inclusion avec une condition d'hospitalisation d'au moins 5 jours. Néanmoins, pour être couvert sans condition d'hospitalisation, il est possible de souscrire l'option psy de manière à faire sauter les conditions d'hospice dans la couverture des pathologies psy. Enfin, est-ce qu'il y a une limitation dans la durée d'indemnisation? Est-ce qu'il y a un délai d'attente? Eh bien, dans ce premier extrait, il est affiché clairement qu'il y a un délai d'attente de 12 mois et qu'un arrêt de travail pour raison psy sans hospitalisation sera indemnisé pendant 1 an et qu'un arrêt de travail pour raison psy, mais avec une hospitalisation d'au moins 7 jours, sera indemnisé pendant 3 ans maximum. Donc là, c'est clairement précisé. Sur le contrat REPAM, le délai d'attente est également de 12 mois. Et si on a souscrit l'option psy, un arrêt de travail pour raison psy sera indemnisé comme un arrêt de travail classique. Il n'y aura pas de condition. À noter néanmoins, sur l'option frais généraux permanents de notre contrat, l'indemnisation sera limitée à 18 mois. Donc là également, de même que sur le dos, il peut y avoir encore d'autres limitations. Sur le psy, on peut aussi parfois trouver des contrats qui vont limiter le montant d'indemnisation en cas de pathologie psy. C'est le montant qui pourrait être pas à 100%, mais potentiellement inférieur. Alors, je me permets de compléter. C'est vrai qu'on veut vraiment attirer votre attention parce que sur le psy, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que quasiment tous les contrats du marché limitent, excluent, limitent, enfin, comme vient d'expliquer Marion. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que sur les limitations en durée, quand on parle de 365 jours ou 1095 jours, parfois cette limitation embarque un cap, un val. Donc, parfois, on explique que le contrat précise que c'est 365 jours, mais pour les deux garanties. Ce qui veut dire que concrètement, un client pour du psy ne sera jamais en aval, puisque la plupart du temps, il aura eu un arrêt qui aura duré au moins 1 an. Et là, le max de 360 jours, un cap aval, aura été atteint. Donc ça, il faut vraiment être hyper vigilant là-dessus. Merci pour cette précision. C'est effectivement un point clé quand l'aval est concerné. Parlons maintenant des sports amateurs. Vous avez certainement des clients qui pratiquent de manière occasionnelle ou régulière des sports amateurs dits entre guillemets à risque. Et là, c'est important effectivement de savoir si ce sport-là sera couvert dans son contrat. Est-ce que le sport est exclu? Est-ce qu'il est rachetable? Est-ce qu'il y a des limitations de garantie? Donc, généralement, sur tout ce qui concerne les sports, vous trouverez ça dans la partie exclusion et dispositions spéciales ou dans la partie qu'on intitule limitation et exclusion de garantie. Donc, on a pris aussi un exemple de conditions générales où là, il y a 3 informations importantes sur lesquelles il nous a semblé important de mettre l'accent. La première partie nous dit que certains sports amateurs sont exclus et que parfois peuvent être couverts s'ils sont pratiqués dans un cadre défini, puisqu'on met en avant le fait d'être couvert dans le cadre d'un baptême ou d'une initiation. La deuxième information, c'est qu'on nous dit qu'ils peuvent être rachetables sur demande avec une tarification spéciale. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité pour être couvert sur ce sport-là, a priori exclu initialement, mais que pour autant, certains sports pourront entraîner des restrictions concernant la franchise et les montants. Dans l'exemple, on nous indique que sur certains sports, il y aura une franchise de 60 jours. Donc, vous voyez, chaque information est importante. Il y a plusieurs informations qui concernent potentiellement le sport. Sur le contrat REPAM,
Pour information, les sports amateurs sont couverts en inclusion dès lors qu'ils sont représentés par une fédération sportive en France. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de majoration tarifaire à prévoir et qu'il n'y aura pas de limitation de garantie. Donc là également, pensez à questionner votre client sur ses pratiques sportives pour s'assurer que dans le ou les sports qu'il pratique, ce sera bien prévu au contrat. Ou en tout cas, bien d'avoir bien en tête quelles sont les conditions de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Enfin, on termine par la couverture du mi-temps thérapeutique. Donc là aussi, est-ce que c'est prévu au contrat? Quand c'est prévu, est-ce que c'est avec une condition d'ITT préalable ou est-ce qu'on peut être en mi-temps thérapeutique euh, dès le départ? Et à ce moment-là, quel est le montant couvert et quel est le délai d'indemnisation? Premier cas, on nous dit que le mi-temps est couvert s'il y a une ITT préalable de 90 jours, que le montant qui sera versé sera égal à 50% de l'IJ et que la durée maximum de versement sera de 6 mois. Donc là, c'est couvert, mais le mi-temps thérapeutique, mais c'est conditionné à une ITT préalable de 3 mois. Sur le contrat REPAM, le mi-temps est couvert sans ITT préalable. Le montant versé sera également de 50% pendant 9 mois. Donc là, c'est également pris en charge, mais sans condition d'ITT. Ça veut dire qu'on peut être en arrêt de travail tout de suite en mi-temps thérapeutique. On sera couvert. Voilà pour la deuxième partie sur les exclusions, sur les points de vigilance par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, questions-réponses. Hop, alors, ouais. Alors, il y a des questions sur ce dont on parlait tout à l'heure, hein, sur les mécaniques de contrat, on n'y reviendra pas là maintenant. Alors, avez-vous les stats des arrêts de travail dont l'origine est le dos ou le psy? Alors, on pourrait en sortir. Là, comme ça, enfin, vas-y, je t'en prie. Oui, on les a parce qu'on suit ça de très très près. On ne suit pas ça très très près par hasard, on suit ça de très très près parce que Marion l'a évoqué en début de chapitre. En fait, on sait que c'est des garanties qui sont en danger, on sait que c'est des garanties qui ont été supprimées de certains contrats, plutôt des bons contrats d'ailleurs, qui ont été supprimés ou fortement limités. C'est pas le cas chez nous encore aujourd'hui. Donc, je vous confirme qu'on a le nez dessus. Aujourd'hui, on ne constate pas de dérive à notre niveau, en tous les cas, sur notre portefeuille. Je vous invite, moi, ceux qui sont convaincus par ce type de garantie, en fait, par l'importance de ce type de garantie, qui ne sont pas que des garanties fictives. Vous avez bien compris qu'on parle de pathologies qui ne sont pas objectivables quand on parle du dos, quand on parle du psy. Et il y a un nid à fraude, et il y a un nid effectivement avec des arrêts qui peuvent potentiellement faire exploser les contrats. Et c'est bien ce qui a amené certains opérateurs en fait à limiter ce type de garantie. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre non plus de vue, c'est que on est quand même en train de parler des deux maladies du siècle quand on parle à la fois du psy et du dos. Donc c'est un peu gênant de se retrouver à pas les couvrir. Donc moi, je vous invite. Je dirais que notre boulot, c'est d'être responsable, c'est dans le pilotage de notre réseau, c'est-à-dire avec qui on bosse en tant quels sont les courtiers en fait avec lesquels, quels sont les distributeurs avec lesquels on veut travailler. Faire attention à ce qu'on fait entre elles, mais pour autant, c'est des garanties prégnantes et si vraiment un jour on doit être amené, nous, de notre côté, en tous les cas, à les arrêter, c'est que vraiment on aura le couteau sous la gorge. On n'y est pas aujourd'hui. On espère que ça va durer. Et si vous êtes convaincus comme nous que ce sont des garanties capitales, on vous invite à bosser pas forcément avec nous, hein, avec nous ou avec d'autres qui continuent de couvrir ce type de pathologie et de manière générale, et surtout pas nous envoyer à nous ou à d'autres qui couvrent également ce type de garantie, uniquement des clients que vous savez susceptibles d'avoir accès à ces garanties entre guillemets, quoi. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est des garanties qui vont disparaître et ça serait vraiment dommage. Une fois encore, aujourd'hui, on n'y est pas. On a le nez dessus au niveau de la sinistralité. On n'a pas de boom aujourd'hui. Et en tous les cas, on a une sinistralité que je qualifierais de normale. Et on espère que ça va durer. Alors, une autre question, savoir s'il y a des délais d'attente. Donc, sur notre contrat, effectivement, il y a des délais d'attente. Donc, il y a un délai d'attente. Alors, il n'y a pas de délai d'attente en cas d'accident, ça c'est classique.
Il y a un délai d'attente de 3 mois en cas de maladie, sauf maladie infectieuse. Si c'est des maladies infectieuses, il n'y a pas de délai d'attente. Et il y a un délai d'attente de 12 mois pour les pathologies psy. L'option psy ne permet pas de racheter le délai d'attente sur le psy, ça permet juste de faire sauter la condition d'hospi. Et en revanche, les délais d'attente, quand on est dans le cadre d'une reprise à la concurrence à garantie équivalente, on peut les abroger. Sinon, il y avait donc une question, une remarque. Alors, effectivement, hein, sur la partie psy, il y a des pénuries de places dans les hôpitaux, notamment dans les hôpitaux psy. Et souvent, les patients, ils vont aux urgences, ils restent 48-72 heures et après, ils rentrent chez eux. Est-ce que les hospitalisations aux urgences classiques peuvent remplacer l'hospi en hôpital psy? La réponse c'est non. En fait, quand on parle d'hospi, alors chez nous en tout cas, je ne sais pas chez nos confrères, mais je pense que c'est un peu le même principe. On parle soit d'hospi en hôpital psychiatrique ou d'hospi dans service psychiatrique d'un hôpital classique. Raison pour laquelle, Maxime vous l'a dit, mais on vous invite à souscrire de l'option psy pour pas rentrer dans ces sujets-là. On sait très bien qu'un client qui a des problèmes psy ne sera pas hospitalisé 5 jours, 15 jours ou 30 jours selon les compagnies. Voilà. Donc, assurez-vous de ne pas faire face à cette problématique-là en faisant souscrire l'option psy. Il y a une question par rapport au sport automoto. Alors, c'est vrai qu'on vous a mis un petit paragraphe de CG où il y avait une exclusion des sports mécaniques automoto. Alors, c'est pas notre cas. Nous, on couvre tous les sports et y compris sport automoto, dès lors qu'ils sont représentés par une fédération française et pratiqués à titre amateur. Par opposition aux sportifs professionnels qui tirent sa rémunération d'un sport, là, on ne couvre pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de restrictions sur les sports automoto pour apporter plus de souplesse et que le client, on sait très bien qu'un client qui se met à faire un sport à risque en cours de contrat, il ne va pas forcément penser vous le dire, il ne va pas forcément penser prévenir son assureur et il y a quand même des risques qui ne sont pas neutres s'il n'a pas déclaré le sport et il y a un risque qu'il ne soit pas couvert. Ça fait lien avec une autre question. Faut-il prévenir d'un sport atypique ou est-ce que c'est pas nécessaire? Ben, du coup, c'est pas nécessaire dès lors que le sport est représenté par une fédération sportive. Mais si effectivement c'est un sport qui n'est pas représenté par une fédé, à ce moment-là, là, oui, il ne sera pas couvert en tout cas au titre de notre contrat. Qu'est-ce que c'est un sport atypique, mesdames? Alors, moi, j'ai en tête le zorbing. Je ne sais pas si vous connaissez le zorbing, qui consiste à s'enfermer dans une énorme bulle gonflable et à dévaler des montagnes ou des collines. Voilà, donc ça s'appelle le zorbing, donc il n'y a pas de fédération française de zorbing. Donc ça, typiquement, on ne couvrira pas. Voilà. Pour ceux qui se demandaient ce que faisait Coraline de ses vacances, vous avez une invitation. Je pensais moi au parcours, je ne sais pas si vous l'avez en tête, les gens qui sautent d'un immeuble à l'autre, etc., etc. C'est un sport, c'est atypique, il n'y a pas de fédération et c'est dangereux. Là, ça ne marchera pas. Mm, Mm. Avez-vous eu un exemple d'arrêt qui commence par un mi-temps thérapeutique? Alors oui, et c'est aussi pour cela qu'on a modifié nos CG, puisque initialement, on avait une durée d'indemnisation à temps plein exigée qui était de 60 jours avant de payer du mi-temps. Et en fait, c'est pas très vertueux, parce que finalement, le client qui peut partiellement travailler, ce qui se passait, c'est qu'il se mettait en arrêt total, il se faisait presque un arrêt total, pour ensuite passer en mi-temps pour se faire indemniser. Donc personne n'y avait intérêt. Donc c'est vrai qu'on a préféré pouvoir couvrir le mi-temps d'emblée. C'est extrêmement rare, mais c'est arrivé. Euh, alors, hop, tu veux répondre à celle-là? Alors, si vous devez revoir les CG, notamment d'Opsi, est-ce que ça s'appliquerait aux nouveaux adhérents? Exemple, je ne citerai pas, qui fonctionne par génération de contrat ou stock complet. Je ne donne pas. Alors, réponse à Arnaud, qui va se reconnaître en fait. Enfin, réponse à Arnaud ou pas d'ailleurs, qui nous demande qu'est-ce qu'on doit faire si un jour on était amené, en fait, en gros, c'est ça hein, la question. Si un jour la sinistralité faisait qu'on avait l'obligation de modifier nos contrats, est-ce qu'on le ferait pour le stock, en gros, ou est-ce qu'on le ferait Pour les nouveaux adhérents. pour les nouveaux adhérents? On est dans des hypothèses, donc j'ai envie de dire, je peux dire ce que je veux, puis vous me croirez si vous voulez. Donc c'est compliqué de répondre à cette question. En revanche, je vais donner un exemple. Je vais parler d'un exemple qui va parler à beaucoup de monde, dont Arnaud d'ailleurs, les paramédicaux. Les paramédicaux, en fait, vous n'êtes pas censé. Je pense aux infirmières, je pense aux auxiliaires, je pense aux kinés.
Vous n'êtes pas sans savoir ils ont pris beaucoup de revalorisation ces dernières années, pour plein de raisons. Pas chez nous. Chez nous, il y a des revalorisations de l'ordre de, je crois, depuis que le contrat existe, je crois que c'était une revalo de 6%, peut-être une note de 8, je ne sais plus. Et ce qu'on a fait systématiquement, en revanche, là je parle du portefeuille, et ce qu'on faisait systématiquement, en revanche, c'était augmenter les prix à la vente. Quand le marché, en fait, augmentait ses prix à la vente, d'une part, augmenter les portefeuilles, et d'autre part, et pas pour rire, hein, on voyait passer des revalos à 30, 40, 50% de revalos. Nous, on n'a pas eu à le faire parce qu'on a, bah aussi parce qu'on a peut-être maîtrisé un petit peu le volume en fait qui entrait. Et on a toujours réussi à ne pas le faire. Et en revanche, ce qu'on faisait effectivement, c'était on augmentait sciemment nos prix à la vente. On se privait d'affaires en fait quelque part. Mais on voulait pas être les moins chers du marché pour éviter, bah tiens, bah là je t'en reprends et puis là j'en remets. Donc on n'a jamais eu à le faire jusqu'à présent. Et donc effectivement, on s'était intéressé plutôt nous aux tarifs à la vente. On n'a jamais fait de grosses revalos ni explosé les portefeuilles. Une fois encore, en revanche, je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Ce qui est certain, c'est qu'on ne l'a jamais fait et qu'aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour et qu'on fera tout pour éviter. Qu'effectivement, si on doit un jour faire quelque chose, bah, on fera ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on se concentre sur le tarif à la vente et certainement pas sur les portefeuilles constitués. Donc, il y a une question sur le sport, le fait que le sport doit être représenté par une fédération française. Le client n'a pas besoin de pratiquer le sport dans un club ou d'être adhérent à la fédération. Il faut juste que le sport soit reconnu, mais ça peut être de la pratique amateur dans son coin. Voilà, il n'y a pas de sujet. On va couvrir le ski hors piste. J'ai vu une question sur le ski hors piste qu'on va effectivement couvrir. Voilà. Je vous propose de passer à la suite. Euh, hop. Donc, ensuite, sur les choses à avoir à l'esprit dans l'analyse des garanties. Des questions liées à la garantie arrêt de travail, jusqu'à quand le client sera indemnisé. Sur l'invalidité, quel barème va être appliqué? Est-ce que l'exonération des cotisations est prévue dans le contrat et les conditions de prise en charge des frais généraux? Donc, sur l'arrêt de travail, la question qu'il va falloir se poser, c'est jusqu'à quand le client va être indemnisé et que se passera-t-il si, au bout des 3 ans, il n'est pas consolidé? Donc là, on vous a mis un exemple qui précise que si après 1095 jours d'arrêt de travail, le client n'est pas consolidé, il pourra bénéficier d'une rente relais jusqu'à la consolidation de son état de santé et pendant une durée maximale de 3 mois. Et là, lui sera versée une rente qui sera égale au dernier montant perçu au titre de la garantie arrêt de travail. Donc là, par défaut, l'arrêt de travail est indemnisé pendant 1095 jours, donc 3 ans. Il y a une rente relais en inclusion qui est versée pendant 3 mois. Chez REPAM, on a prévu une garantie extension ITT 1 an. Donc là, c'est en option. Et cette garantie va permettre, au-delà des 1095 jours, si l'assuré n'est pas consolidé, de pouvoir bénéficier d'1 an supplémentaire d'indemnisation en arrêt de travail. Donc ça, c'est une option. C'est à prévoir en plus de la garantie, un cap, un val. Euh, Juste 2 minutes sur pourquoi on doit se poser la question ce qui se passe si le client n'est pas consolidé. C'est pas parce qu'on est sur de la prévoyance individuelle et ce n'est pas parce que le régime obligatoire place l'assuré en invalidité que l'assureur va faire la même chose. L'assureur, pour considérer un assuré en invalidité, il va diligenter une expertise médicale et c'est le médecin expert qui va déterminer si l'état de santé est consolidé et si les taux permettent la mise en invalidité. Donc, on peut avoir des cas où le client atteint 3 ans et où il n'est toujours pas consolidé. Et du coup, il peut y avoir un trou de garantie puisqu'il a atteint le max en un cap de 3 ans et on ne peut pas encore déclencher la rente d'inval. D'où les systèmes de rente relais ou d'extension ITT. Sur l'invalidité, donc là aussi, c'est des choses qui vont différer selon les contrats sur l'indemnisation au titre de la garantie invalidité. Donc, sur quel barème et quel degré d'invalidité? Donc, classiquement, vous avez des CG, quand les CG parlent de déterminer l'invalidité sur la base de l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle, là, on parle de barème croisé. Ça, c'est souvent la détermination qui est assez classique sur des contrats, notamment sur tout ce qui est artisan, commerçant. Sur certaines professions, notamment des médicaux,
les CG peuvent prévoir que le taux retenu sera uniquement l'invalidité professionnelle. Là, on va parler de barème pro. Parfois, vous allez avoir certains contrats qui vont vous proposer du barème croisé pro. Donc là aussi, pour certaines professions, le barème croisé pro reste du barème croisé. En revanche, avec des taux qui sont un peu surévalués par rapport au barème croisé. Donc le barème croisé pro aura des taux un peu plus favorables que le barème croisé. Et ce qu'il faut regarder quand vous faites souscrire votre client sur du barème professionnel, qu'est-ce qui va se passer si au final le barème croisé se trouve plus favorable que le barème professionnel? Donc parfois les CG vont prévoir que si le taux professionnel est moins important que le barème croisé, ce sera le barème le plus favorable qui sera appliqué au client. Et quant au taux de déclenchement de la rente navale, classiquement, vous allez avoir des taux de déclenchement à 15, des taux de déclenchement parfois à 16%, et sinon, ça va être la plupart du temps du 33%. Donc, chez REPAM, par défaut, on est sur du barème croisé. Donc, on détermine l'aval en tenant compte de l'invalidité fonctionnelle et de l'invalidité professionnelle. Pour les professions éligibles, on permet de faire souscrire de l'invalidité professionnelle à partir de 15% ou à partir de 33%. Là seront éligibles les médicaux, les paramédicaux, les professions du droit, des chiffres et globalement tous les chefs d'entreprise qui exercent une activité exclusivement administrative et qui emploient au moins 3 salariés. Et donc, si l'assuré a souscrit du barème professionnel, on tient compte uniquement du taux d'invalidité professionnelle. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et dans le cas où le barème croisé serait plus favorable que le taux professionnel, on fera application du barème le plus favorable pour le client. Ce qu'il va falloir regarder également sur l'invalidité pro, alors qu'on soit sur du barème croisé ou sur l'invalidité pro, mais surtout sur l'invalidité pro, c'est est-ce que la définition, comment est déterminée l'invalidité professionnelle? Et notamment, est-ce que l'invalidité professionnelle tient compte des capacités de reclassement? Là, on vous a mis un exemple d'une définition de l'invalidité professionnelle qui précise qu'elle est déterminée abstraction faite des possibilités de reclassement dans un autre secteur professionnel, mais en tenant compte des capacités de reclassement de l'assuré dans son propre secteur professionnel. Donc là, concrètement, un chirurgien qui subirait une amputation d'un doigt, il pourrait être considéré en invalidité partielle sur ce contrat, puisqu'il ne pourra plus opérer, mais par contre, il pourra exercer une autre activité dans son secteur professionnel, par exemple donner des cours à la faculté de médecine. Chez REPAM, on ne tiendra pas compte des capacités de reclassement pour déterminer l'invalidité professionnelle. Donc, on dit bien qu'on tient compte de la profession exercée telle qu'elle a été déclarée à l'adhésion et abstraction faite des capacités de reclassement. Je marque un temps d'arrêt là parce qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, quoi, ce slide. Ça change tout, tout, tout. Et effectivement, c'est dans des CG, c'est 2 lignes, enfin 2 ou quelques lignes, qui peuvent faire vraiment toute la différence. Et là, pour faire l'autre exemple, dans le même cas du chirurgien avec une amputation du doigt, sur un contrat REPAM, il sera considéré en invalidité totale, puisqu'il ne pourra plus exercer sa profession, il ne pourra plus opérer. Quand bien même, il pourrait faire autre chose, que ce soit dans son secteur professionnel ou dans un autre secteur professionnel. Autre point, du coup, à regarder dans les contrats concernant la couverture, c'est l'exonération des cotisations. Donc, est-ce que le contrat prévoit une exo des cotis en cas de sinistre? Le cas échéant, quelles garanties sont exonérées? Est-ce qu'il y a une franchise et quel est le montant exonéré? Donc, si on prend un premier exemple de CG, on nous indique qu'il y a une exonération des cotisations, des garanties ITT, IPT, IPP, que cette exonération s'appliquera à partir de 90 jours d'ITT, donc il y a donc une franchise de 3 mois qui est appliquée, et que le mi-temps thérapeutique est couvert dans le sens où il sera exonéré des cotisations à hauteur de 50%. Sur le contrat REPAM, l'exonération des cotisations est possible également sur toutes les garanties, sauf les frais généraux permanents qui sont en option sur notre contrat. Donc, il n'y aura pas d'exonération des cotisations sur cette option.
Par contre, l'exonération s'applique dès le premier jour d'ITT, donc il n'y a pas de franchise. En revanche, le mi-temps thérapeutique, en cas de mi-temps thérapeutique, il n'y aura pas d'exonération des cotisations. Je me permets, puisqu'on parle de l'exo, pareil, une petite précision, parce que là, vous allez avoir autant de fonctionnement. Alors, pour le coup, c'est pas forcément contractuel, c'est plutôt de la gestion selon les assureurs et les compagnies. En fait, en cas d'arrêt de travail, il y a plusieurs choses. Soit l'assureur arrête les prélèvements, quand on est dans le cadre d'une exonération, donc soit il suspend les prélèvements, soit il continue à prélever et il rembourse le client. Nous, on a fait ce choix-là. En cas d'arrêt de travail, on prélève les cotisations aux clients et on les rembourse dès lors qu'on va payer des IJ. Ça, il y a un intérêt qui est notamment le vôtre et c'est pour ça que je vous en parle. C'est que qui dit prélèvement dit commission. Là où sur des contrats où il y a une suspension des prélèvements, bah, si les prélèvements sont suspendus, ça veut dire que vous n'êtes pas commissionné pendant le temps où votre client est en arrêt de travail, voire en invalidité. Voilà, c'est une petite précision, mais là aussi, ça fait quelques nuances selon le fonctionnement. Dernier sujet, la couverture des frais généraux permanents. Donc, quelle prise en charge? Est-ce que, en fonction de la durée d'indemnisation, est-ce qu'elle s'appliquera à chaque nouveau sinistre ou sur toute la durée du contrat? Et ça, c'est des questions qui sont vraiment importantes à se poser dans le cadre de la couverture des frais généraux. Premier exemple, on indique que l'indemnisation se fera pendant 12, 18 ou 24 mois selon ce qui aura été souscrit à l'adhésion sur toute la durée du contrat pour une même maladie ou un même accident. Ça veut dire que sur ce contrat-là, si, il y a une indemnisation qui est au-delà de 12 mois, par exemple, ça veut dire que sur un même sinistre, on ne pourra pas être indemnisé au-delà de 12 mois. Je vous donne un exemple concret. J'ai une durée choisie à l'adhésion de 12 mois. J'ai un premier arrêt de travail pour une chirurgie du genou qui implique 8 mois d'arrêt de travail. Donc, le client est indemnisé pendant 8 mois. 2 ans après, reprise chirurgicale, doit de nouveau se faire opérer. Et là, ça nécessite un arrêt de 6 mois. Étant donné que l'assuré a souscrit pour une durée de 12 mois, il sera indemnisé sur 12 mois, alors qu'au final, il aurait eu besoin de 14 mois d'arrêt. C'est un point important. Si on prend sur notre contrat, on a aussi 3 possibilités d'indemnisation, 12, 18, 24 mois, mais là, l'indemnisation se fera par sinistre. Donc, évidemment, hors rechute, qui est de 2 mois, mais pour un même sinistre, hors rechute, on va bien indemniser 12, 18 ou 24 mois à chaque fois. Ça, c'est aussi un point qui n'est pas à négliger. Par contre, on attire quand même votre attention que sur les pathologies psy, c'est 12 mois d'indemnisation sur toute la durée du contrat. Donc là aussi, il est important de bien informer vos clients. Donc, vous voyez que sur cet exemple-là, on reprend le parallèle de l'exemple du premier exemple. Là, sur les 14 mois qui auraient nécessité du coup un arrêt de travail et donc une indemnisation derrière sur les frais généraux permanents, l'assuré sera indemnisé sur les 14 mois, même s'il a souscrit une durée d'indemnisation de 12 mois par sinistre. Autre question sur les frais généraux permanents, c'est le mi-temps thérapeutique. On en a parlé tout à l'heure, mais parfois le mi-temps thérapeutique est couvert, y compris sur les frais généraux. Donc, c'est vrai que c'est bien de vérifier ce point-là. Sur le premier extrait de CG, on voit que le mi-temps thérapeutique n'est pas couvert, puisqu'on parle du versement de la prestation journalière jusqu'à la date de reprise, même partielle. Sur le contrat REPAM, le mi-temps thérapeutique est couvert. Dans ce cas-là, on verse 50% du montant de l'IJ, et ce pendant 9 mois. On en a terminé sur la partie des points clés des garanties principales. Est-ce qu'à ce stade-là, vous avez des questions? Hop, je vais le volet. Des questions. Il y a des questions. Alors, hop. Alors, on a des questions. Alors, le médecin expert de l'assureur peut-il acter une invalidité durant la période des 360 jours d'ITT alors que la SS verse toujours les IJ de l'ITT? Alors oui, ce que je vous disais dans un sens, c'est valable dans l'autre. Donc on peut imaginer que la Sécu mette en inval et pas l'assureur, mais l'inverse peut être vrai aussi. On peut imaginer que le médecin expert mandaté par l'assureur considère que le client est consolidé, le mette en rente, alors que le régime obligatoire ne l'aura pas mis en rente. Et donc là, sous le fonctionnement sur l'indemnisation,
si les taux permettent le versement d'une rente, qu'elle soit partielle ou totale, on versera la rente. Déduction faite des IJ versés par le régime obligatoire. Dans tous les cas, on déduira les prestations, que ce soit des prestations en incap, en inval, on déduira ce qui est payé par le héros. Mais c'est vraiment deux dossiers qui vivent leur vie chacun de leur côté, d'une part le héros et de l'autre part l'assureur. Nos professions cibles, on nous demande quelles sont nos professions cibles. Je vais demander à votre inspecteur de vous rappeler. On en a effectivement. Euh, alors, euh, alors, on a des questions. Alors, on a une remarque disant que l'extension ITT à 1 an est une très bonne idée, mais pourquoi la limiter à 1 an? Alors, effectivement, ça concerne extrêmement peu de cas, donc on pourrait couvrir jusqu'à la consolidation. Alors, très honnêtement, hein, ça faisait partie des négociations avec l'assureur initialement. Euh, Initialement, on avait souhaité que l'option s'arrête pas dans le temps et qu'elle soit versée jusqu'à consolidation. On n'a pas pu négocier ça, donc on a limité à 1 an en partant du principe que, en principe, au bout de 4 ans, l'état de santé du client, normalement, il est censé être consolidé. Effectivement, on l'avait limité à l'époque. Ça vaudrait le coup de revenir vers l'assureur. Donc on prend vraiment la question. Et effectivement, c'est vrai. Ouais, on va revenir vers l'assureur et l'assureur pour voir s'il n'y a pas moyen effectivement de pousser ça. Alors, on a une question sur l'option psy. Quand on a souscrit l'option psy, est-ce que les frais généraux sont remboursés par sinistre ou 12 mois tout au long du contrat? Alors, c'est 12 mois tout au long du contrat. Quand bien même l'option psy est souscrite, l'option psy, vraiment, elle permet uniquement de faire sauter la condition d'hospi. Mais sinon, les conditions, effectivement, les frais généraux vont être limités à 12 mois sur toute la durée du contrat. Du coup, en un ou plusieurs arrêts. Alors, est-ce qu'il existe une remise en cas de multi-équipement? Aujourd'hui, non. Et demain, sans doute, non. Je parle pas de surcommission, de méga commission, etc., etc. Moi, mon avis, c'est que quand il y a une réduction en cas de multi-équipement, c'est qu'en fait, c'est trop cher quand il n'y a pas de multi-équipement. Enfin, c'est mon avis. Quand on parle de multi-équipement, ou alors de quoi parle-t-on multi-équipement en général? Santé Prève. Ceux qui font de la marche sur la santé, je leur dis bravo. Moi, ça fait 20 ans que j'en fais. Je vois pas où sont les marges, donc je vois pas comment faire les réductions, soit parce que ce soit trop cher de base. Donc je suis un peu, non, sincèrement, pas un instant que potentiellement ça permettrait de développer le chiffre, mais aujourd'hui je suis pas convaincu par la chose et mes assureurs non plus. Même si j'entends que ça se passe énormément sur le marché, hein, j'entends. Sinon, on avait une question sur les pratiques des nouveaux sports à la mode, comme le CrossFit ou l'Irox. Je ne sais pas comment on prononce l'Irox ou l'Irox. Y a-t-il une fédération? Alors, en toute transparence, je ne sais pas. Je suis en train de regarder, consulter Google. Je crois qu'il y a des crossfitters parmi quelques-uns de nos courtiers qui pourront peut-être répondre à la question. Je ne sais pas s'il y a une fédération, mais effectivement, dès lors qu'il y aura une fédération, on pourra couvrir. Donc, sur le CrossFit, j'imagine que c'est peut-être rattaché à la Fédération française de force ou peut-être de gym, je ne sais pas. Non, là, je ne saurais pas vous répondre s'il y a une fédération, mais s'il y a une fédération, même si c'est un nouveau sport à la mode, on couvrira. Et ben, on va passer sur la dernière partie de notre présentation, sur les derniers points de vigilance. Donc là, ça va être. A priori, il n'y en a pas en CrossFit. Vous avez reçu? Bon, ben voilà. Vous avez la réponse. Donc, dernière partie sur l'évolution du contrat en cours de vie. Donc là aussi, c'est un des points de vigilance, savoir comment va évoluer le contrat de votre client en cours de vie. Donc, est-ce que la cotisation va évoluer? Quelles vont être les conditions pour augmenter les garanties? Et est-ce que les garanties vont être indexées? Est-ce que la cotisation va évoluer? Donc, effectivement, il faut se poser la question quand vous faites souscrire de savoir dans quelle mesure la cotisation va évoluer. Est-ce qu'elle va évoluer chaque année selon l'âge du client? Donc là, on va parler d'âge atteint. Ou est-ce que la cotisation va évoluer uniquement pour des raisons techniques, qui est plutôt le principe de l'âge à l'adhésion?
peux t'interrompre? Oui, vas-y. Interruption de Monsieur Maraldo. En fait, le CrossFit, il n'y a pas de fédération parce que c'est une marque. C'est une marque qui est privée, le CrossFit. Et probablement, je suis pas allé voir l'Aerox, mais c'est un peu la même chose. Et donc, je pense que ça marcherait parce que c'est une forme de musculation. Ouais. Donc, et CrossFit, c'est une marque. Donc, il n'y aura jamais de fédération Mm. française de CrossFit. Bon, eh ben, Pardon, merci. Il semblerait que ce soit rattaché à la Fédération française de la force, du coup. C'est ce que voilà, j'avais vu. exactement. Bon, merci pour cette parenthèse. Donc, c'est bon, le CrossFit. Donc, sur l'évolution de la cotisation, dans les CG, vous allez trouver cette info dans comment sont calculées les cotisations, le paiement de la cotisation, comment évolue la cotisation. Donc là, un exemple de CG qui précise bien que la cotisation est fixée en fonction de l'âge à l'adhésion, de la qualité de fumeur, des franchises, des garanties. Donc là, on est sur un tarif en âge à l'adhésion. Chez REPAM, on vous précise que la cotisation évolue, enfin, est fixée en fonction des garanties souscrites, des montants de garanties souscrites et de l'âge de l'assuré calculé au 1er janvier de chaque année. Donc nous, on a fait le choix de tarifer notre contrat en âge atteint. Alors ça, c'est des débats parfois qu'on a entre nous, que j'ai avec certains d'entre vous, sur la notion de âge atteint, âge à l'adhésion. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, qu'on soit en âge atteint ou en âge à l'adhésion, les contrats de prévoyance, ils prévoient une clause de revalorisation. Donc, qui va permettre à l'assureur soit de restaurer, soit de pérenniser l'équilibre technique du contrat. L'intérêt, nous, pourquoi on avait opté pour de l'âge atteint, c'est que ça permet une indexation naturelle du portefeuille des contrats en cours et donc un tarif qui correspond bien au risque et à l'évolution du risque. Et ce qui permet du coup de ne pas avoir à régulariser jusqu'à présent sur des indexations plus techniques. Sur l'évolution des garanties, la question qui va se poser notamment, c'est si les revenus de vos clients augmentent, dans quelles conditions vous allez pouvoir augmenter les garanties et est-ce qu'il y aura de nouveau une sélection médicale? C'est vrai que parfois, c'est bien de pouvoir l'anticiper si vous savez d'ores et déjà que votre client va avoir des augmentations de revenus qui vont arriver assez rapidement. Donc là, toujours sur nos exemples de CG, un contrat qui prévoit que l'adhérent peut demander une augmentation de garantie et que celle-ci sera soumise aux conditions applicables à une nouvelle adhésion et qu'il y aura notamment un questionnaire de santé détaillé dans le cadre de l'augmentation des garanties. Chez nous, on apporte un peu plus de souplesse, c'est-à-dire que on va accepter une augmentation de garantie sans formalité médicale, sous certaines conditions. Donc la première, c'est que la demande soit faite dans les 5 premières années de l'adhésion. Il faut que l'augmentation n'excède pas 10% du revenu qui était assuré, que l'augmentation ou l'âge de l'assuré ne modifie pas le niveau de sélection médicale. Pour un petit exemple, on est, nous, sur un QSS jusqu'à 55 ans inclus. Si au moment où le client demande à augmenter ses garanties, il a 60 ans, là, on change de tranche de sélection médicale, donc il aura de nouveau de la sélection médicale. Et la dernière condition, pour qu'on puisse augmenter les garanties sans sélection médicale, c'est qu'il n'y ait eu aucun sinistre depuis le moment de l'adhésion. Une petite astuce qu'on vous glisse ici, quand on parle d'augmentation de revenus, vous pouvez aussi avoir le cas de clients qui ont augmenté fortement leurs revenus, qui étaient couverts auprès d'un assureur et qui ont eu des problèmes de santé assez importants qui font qu'il ne pourra pas passer la sélection médicale sur la partie augmentée. Et ben en fait, nous, on propose un contrat accident seul. Contrat accident seul, donc vous allez pouvoir couvrir votre client en incapacité, en invalidité, en décès, sans formalité médicale. Ça couvrira uniquement l'événement accidentel, mais ça permet de venir couvrir une augmentation de rémunération qui ne pourrait pas être couverte ailleurs et qui aurait au moins le mérite d'être couverte sur la partie accident. Autre question à se poser, est-ce que les garanties vont être indexées? Et si oui, est-ce qu'elles vont être indexées sur le PASS, sur le point AGIRC, sur un autre indice? Là, vous allez trouver l'information dans les paragraphes liés aux indexations de garanties, à l'actualisation des garanties. Donc, vous avez parfois des clauses, comme ici, qui prévoient que les prestations et les cotisations évoluent selon un taux fixe. Donc là, dans cet exemple-là, il est de 2% par an. Chez REPAM, nos garanties sont indexées annuellement selon l'évolution du PASS. Donc, on indexe les montants garantis et la cotisation suit la même augmentation.
étant précisé que l'assuré il peut renoncer à cette indexation. Quand il reçoit son échéancier, il a 30 jours pour nous demander de renoncer à l'indexation. Ça, il va pouvoir le faire jusqu'à 3 fois sur toute la durée du contrat. Et au bout de la 3e fois, on va arrêter d'indexer et on figera les garanties au dernier niveau atteint. Là, l'intérêt, c'est pour le client de garder un peu la main sur l'évolution de sa cotisation. Il y a 2 ans ou 3 ans, le pass a augmenté de 5-6%. C'est vrai que ça pouvait avoir du sens pour des clients qui n'avaient pas forcément envie d'être couverts plus et d'augmenter leur garantie 6%, de pouvoir réduire, du coup, remettre leur garantie au dernier niveau et de réduire la cotisation dans la même proportion. Dernière petite étape de questions-réponses, puisque nous en avons fini. C'est l'occasion de poser ici les questions sur cette dernière partie. Hop. Hop là. Alors, prévoyez-vous la mise en place de bonus franchise avec une réduction de 1 jour par année sans sinistre? Alors oui, je vois très bien de quel acteur vous voulez parler. Moi, je ne vois pas. C'est très clair. On s'était posé la question, Ouais. mais on a fait le choix de ne pas le faire. Bon, c'est pas que notre choix non plus. Je veux dire, c'était une négo aussi. Oui, alors, C'est toujours évidemment. pareil. Oui, Enfin, moi, je pense que c'est une super garantie. Maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on peut pas avoir que des avantages. Et c'est ce que je vous disais aussi. L'idée, quand on vous dit, bah là, cette clause-là, elle est nulle, bah, pour autant, il y a des contrats qui ont certains trucs nuls, puis il y a des contrats qui ont peut-être des trucs nuls, mais qui ont des trucs formidables par ailleurs. Et notamment ça. On a d'autres atouts. Aujourd'hui, ça, on l'a pas. Je ne vous cache pas, j'aimerais l'avoir, hein, mais c'est pas mon choix. Mais aujourd'hui, je l'ai pas. À voir si un jour je réussis à l'avoir dans le temps, parce que oui, c'est plutôt vertueux en plus, je trouve, comme avantage. pardon. Alors, il y avait une question. Si je couvre en accident seul le delta d'un client qui est déjà couvert ailleurs, comment est calculé le montant pour éviter que la prestation du héros soit déduite 2 fois? Alors effectivement, le risque, quand on split les garanties, c'est vrai que dans la mesure du possible, il faut éviter d'avoir 2 contrats qui indemnisent sous déduction du héros. Parce que, comme vous le dites, le risque, c'est que le héros, il soit déduit des 2 côtés, alors qu'il est payé une seule fois. Euh, Nous, ce qu'on préconise ce montage, soit de le faire sur un contrat de base où il n'y a pas de déduction du héros. Comme ça, nous, on déduira et on sait qu'il ne sera pas déduit 2 fois. Ou alors, c'est au moment de l'indemnisation. Là, on va contrôler les revenus par défaut, nous, on va déduire le régime obligatoire parce qu'on n'aura pas forcément l'info qu'on vient en complément d'une autre compagnie. Donc après, c'est au client ou à vous de nous alerter en disant que le client il est couvert par ailleurs pour une autre partie, puisque là, on est vraiment dans le cas, on ne va pas couvrir un double revenu, hein. On couvre vraiment une part augmentée, vraiment le delta. Et donc, auquel cas, là, on contrôlera que ce qu'on paye nous et ce que paye l'autre assureur, plus le héros ne dépasse pas la totalité de la rémunération. J'en ai vu passer une autre pour moi là, qui revient sur est-ce que vous faites des réductions multi-équipements? Et donc je vous ai répondu bah non, puisque pour moi c'est qu'on paye trop cher à la base si on n'a pas le multi-équipement. Me faire remarquer que, à juste titre, qu'en santé, en fait, je fais une réduction pour le conjoint. Et que dans ce cas-là, ça n'aurait pas de sens. Alors en fait, si, c'est pas la même chose. Si je vous fais une réunion pour le conjoint, enfin une réduction pardon, pour le conjoint qui vient souscrire le même niveau de garantie que l'adhérent principal, bah si, là, il y a une vraie raison en fait à faire une réduction commerciale. C'est que concernant le conjoint, il y aura pas cet effet anti-sélection. Je m'explique. Si vous avez monsieur qui a souscrit ou madame qui a souscrit un niveau 6 avec des énormes garanties en optique et que le conjoint vient, il n'a pas nécessairement des énormes garanties en optique. Il l'a peut-être, bien sûr, mais il l'a pas nécessairement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une anti-sélection qui baisse et qu'une réduction, en fait, pour un couple sur des mêmes niveaux de garantie, elle est parfaitement justifiée, en fait, pour des raisons actuarielles, en réalité, au-delà des raisons commerciales. On a une autre question sur l'échéance de notre contrat. Est-ce qu'elle correspond à la date de souscription au 31 décembre? Donc, nous, sur notre contrat de prêt, l'échéance est bien au 31 décembre. Voilà, donc avec une résiliation qui doit être faite 2 mois avant le 31 décembre. Merci, David. Oui. L'indemnisation, c'est notre client qui va déclarer une augmentation de ses revenus.
Alors, on a une Oui. question. Comment se déroule l'indemnisation si le client n'a pas déclaré une augmentation de ses revenus? Est-ce qu'il y a une marge ou une tolérance applicable dans ce cas? Non. Alors non, clairement, nous, on va limiter l'indemnisation à la base garantie. Si le client a une augmentation de revenus et qu'il vous en a pas fait part et que vous n'avez pas réajusté le contrat, on ne va pas payer le delta. Il sera garanti dans la limite de ce qui a été assuré chez nous. On a une question sur les paramètres. Hop, alors, on a une question sur vous n'avez pas abordé le sujet de la prévoyance par accident et le décès. Alors, je ne sais pas quelle est la question derrière ça exactement. C'est vrai qu'on n'a pas forcément pu traiter tous les points parce que comme nous, vous savez bien que des CG prévoyance, c'est très vaste, c'est très dense. Donc, on a vraiment fait le choix d'aborder les points qui pouvaient être différenciants et qui, à notre sens, pouvaient éventuellement faire l'objet d'un défaut de conseil si vous passiez à côté. Comme on arrive déjà au bout de notre webinaire, Oui, on ne pouvait pas aborder plus de sujets que ça pour répondre à la dernière question. On passe oui. peut-être. Alors, on va passer au petit quiz. Et toutes les questions qui n'ont pas trouvé de réponse, comme évoqué précédemment, on fera des retours écrits. Donc, pour finir, le petit quiz par rapport à ce qu'on s'est dit. Alors, première question, la franchise hospitalisation est-elle toujours appliquée en cas d'hospitalisation? Alors, oui, dès lors qu'il y a une hospitalisation, quelle qu'elle soit. Oui, si l'hospi est occasionné par un accident. Ou non, cela dépendra des conditions du contrat, motif de l'hospi, nombre de jours d'hospi. Alors, j'espère que vous avez bien les questions qui s'affichent et que vous Ouais. pouvez y répondre. Question numéro 2, point de vigilance concernant la définition de l'incapacité totale de travail. Est-ce que tient-on compte des possibilités de reclassement professionnel? Tient-on compte de la possibilité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle? Alors, je vois passer des QR. Vous ne pouvez pas répondre aux questions. Alors, ça, c'est embêtant. Ok. Alors, effectivement, vous ne pouvez pas répondre aux questions. Alors, l'avantage, c'est que vous aurez tous bon, du coup. On traite les questions, on donne les réponses au fur et à mesure. Oui. Oui, si vous ne pouvez pas répondre aux questions, on va partir du principe que vous avez tous juste. Hein. Ça ne remettra pas en cause l'envoi de vos attestations de DDA, soyez rassurés. Pas d'inquiétude. Tout le monde aura son On diplôme. les balaye quand même. Oui, on va les balayer. On peut les répartir si tu veux. Ouais. Alors, la première question, c'est est-ce que la franchise HOSPI est toujours appliquée en cas d'HOSPI? Donc, les réponses proposées, c'était oui, dès lors qu'il y a une hospitalisation, quelle qu'elle soit. Oui, si l'HOSPI est occasionné par un accident. Ou non, cela dépend des conditions du contrat. Motif de l'HOSPI, nombre de jours d'HOSPI. Donc, la réponse, c'était la troisième. Effectivement, la franchise HOSPI n'est pas toujours appliquée. Ça va dépendre du motif de l'HOSPI, s'il y a une intervention chirurgicale ou pas, et du nombre de jours d'hospitalisation. Deuxième question, le point de vigilance concernant la définition de l'ITT. Est-ce qu'elle tient compte des possibilités de reclassement professionnel ou est-ce qu'on tient compte de la possibilité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle? Donc là, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. La première concernait l'invalidité, quand on parle de reclassement professionnel. Question 3. Sur quel type de contrat mon client devra-t-il transmettre ses décomptes héros en cas de sinistre? Donc, est-ce que lorsqu'on est sur un forfaitaire en complément du héros, est-ce que sur les contrats forfaitaires sous déduction du héros, sur les contrats indemnitaires ou sur les contrats forfaitaires purs? Et donc là, mon client devra transmettre ses décomptes en cas de sinistre s'il a un contrat forfaitaire sous déduction du héros ou s'il est sur un contrat indemnitaire. Quatrième question, quels sont les risques des contrats dits forfaitaires purs? Soit augmentation tarifaire liée à un déséquilibre technique, contrôle des revenus et limitation potentielle de garantie, ou déduction du héros au moment du sinistre. Coraline a pas mal expliqué ce sujet tout à l'heure. C'est bien les deux premières réponses qui sont les bonnes, c'est-à-dire augmentation tarifaire liée à un déséquilibre technique et le contrôle des revenus et la limitation potentielle des garanties selon la terminologie qui sera utilisée dans les conditions générales.
La question 5, donc concernant le statut de créateur, que peut différer d'un contrat à un autre? Alors, est-ce que c'est la date de prise en compte pour le calcul de la durée de la réduction? Est-ce qu'on passe sur l'effet du contrat ou la création d'entreprise? Est-ce que c'est la forme juridique de l'entreprise et ou le statut du dirigeant? Ou est-ce que c'est la durée pendant laquelle court la réduction tarifaire? Donc, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, ce qui peut différer d'un contrat à un autre, c'est la date de prise en compte pour le calcul de la réduction et la durée de la réduction. Ensuite, quels types de contrats sont les plus adaptés pour un créateur d'entreprise? Donc là, il y avait plusieurs possibilités. Est-ce que c'est forfaitaire en complément du héros, forfaitaire sous déduction du héros, indemnitaire ou forfaitaire pur? Et donc là, les bonnes réponses sont le forfaitaire sous déduction du héros et le forfaitaire pur pour le créateur. Question 7. Quelles sont les questions à se poser en cas de mi-temps thérapeutique? Donc, est-ce que le mi-temps est couvert avec ou sans ETT préalable? Quel est le montant de l'IJ versé? Combien de temps le mi-temps est-il couvert? Et ben, sur cette question-là, toutes les propositions sont justes puisque c'est bien de se poser ces trois questions dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Question sur le dos maintenant. Quelle différence peut-on observer entre les contrats sur le marché? Donc là aussi, plusieurs réponses possibles. Pathologie couverte ou exclue, le délai d'attente, les conditions d'hospi, la durée d'indemnisation, la franchise et l'indemnisation des frais généraux permanents. Donc, ça faisait pas mal de réponses possibles et donc il y a 4 réponses qui sont à prendre en compte. La pathologie couverte ou exclue, ça c'est les premières différences, les conditions d'hospice, la durée d'indemnisation et la franchise. Avant-dernière question, la question 9. En cas d'invalidité, que se passe-t-il si le contrat ne prévoit pas de possibilité de reclassement lors de la détermination du taux d'invalidité? Donc, première proposition, l'assuré sera considéré en invalidité totale dans la mesure où il n'aura plus exercé sa profession. Le client pourra être indemnisé au titre de sa profession déclarée et il pourra exercer en parallèle une autre profession. Donc là, c'est ces trois propositions qui sont justes. Et on termine avec une question sur l'invalidité. En cas d'invalidité, certains contrats permettent d'appliquer le barème croisé s'il est plus favorable que le barème professionnel. La réponse est oui, effectivement. Certains contrats le proposent et en tout cas, c'est notre cas chez Reban. Voilà, bah, comme on le disait, vous avez tout juste. Bravo. Euh, un grand merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. On espère qu'il aura répondu à vos attentes, à vos besoins, qui vous aura permis, enfin, voilà, peut-être qui vous a éclairé exactement pour proposer de la prévoyance. Et vraiment un grand merci une fois encore à Coraline et à Marion pour ce travail. C'était vraiment du boulot. On n'a pas la prétention d'avoir effectivement tout traité, répondu à tout. Accessoirement, vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec certains points qu'on a soulevés, mais en revanche, on a d'autres qui sont pas contestables, hein. On a vu que certaines définitions vraiment changeaient tout, donc faites très attention à tout ça. Moi, sur le marché, là, en ce moment, j'entends parler, me vient aux oreilles qu'il y a des comparateurs qui vont se monter de régimes prévoyance. Je suis parfois perplexe en santé, mais pourquoi pas? Mais sur de la prévoyance, moi, après ça, je ne comprends pas. Alors, je demande qu'à être étonné, hein, et donc qu'on me montre exactement comment vont fonctionner ces comparateurs. Mais je suis perplexe là-dessus. J'espère que ça ne va pas amener en fait à des bêtises sur le marché. En tous les cas, je le souhaite. Un grand merci à vous tous. Merci à tous. On vous enverra, il y a des questions par rapport à ça, on vous enverra le support, on vous enverra les questions avec les réponses aux questions. Il n'y a pas de souci. Et Voilà. avec la checklist, comme ça, vous pourrez la garder à côté de vous la prochaine fois que vous pourrez vous conseiller un contrat de prévoyance à vos clients. Un grand merci à tous et très bonne fin d'après-midi.